Ça apaise de nommer les sentiments. Ça cerne le problème. Ces règles de savoir dire, parler depuis moi, dire je, exprimer mes sentiments, mes émotions, les nommer, être précis, pas parler en général. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, comment le lui dire de manière à ce que nous restions en lien? J'avais l'impression que quand il venait, il était prêt à me casser la figure. Alors que là, on s'est retrouvés. Bonjour Nicole. Bonjour Lily Rose. Merci de me recevoir chez toi. C'est le second épisode qu'on fait ensemble. On avait déjà enregistré l'année dernière sur la méthode RE. Depuis, j'ai pu faire plusieurs stages avec toi sur cette méthode et j'ai pu l'appliquer dans mon quotidien et je la trouve vraiment merveilleuse, je la trouve vraiment incroyable. C'est pour ça que je suis super contente qu'on puisse faire un second épisode ensemble pour rentrer un petit peu plus en profondeur sur les aspects techniques de cette méthode. Concrètement, comment est-ce que on peut améliorer notre communication, exprimer nos besoins, réussir à faire entendre nos émotions et également quelle posture adopter pour être dans une réelle écoute de l'autre. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode. Mais avant, est-ce que tu peux pour resituer pour les personnes qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quoi la méthode RE t'a aidé concrètement dans ta vie? Est-ce que tu as des exemples de situations dans lesquelles RE t'a sauvé? Eh bien, je suis psychologue psychothérapeute et dans mon activité de psychothérapeute, je recevais des gens et je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes de relations et le travail, les techniques que je connaissais étaient très centrées sur la personne elle-même et pas tellement sur les questions de relations. Et c'est aux États-Unis que je me suis formée à cette méthode de Relationship Enhancement. Si on le traduit, ça veut dire embellissement de la relation et ça annonce bien ce que ça permet. C'est-à-dire que partant d'une situation, comment puis-je faire pour que cette relation aille dans le sens désiré d'une bonne relation et d'une bonne communication? Je me suis formée à cette technique-là et elle m'a beaucoup intéressée, d'abord en premier, pour moi. Parce que quand je me forme à une technique, j'aime bien voir si j'arrive, moi, à être aidée et soutenue par cette technique. Et c'était le cas. J'avais des enfants adolescents et des problèmes d'entente sur des questions de rangement, d'ordre, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais une façon de dire qui aggravait la situation au lieu de l'aider. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir dire, au lieu de dire « mais enfin, range tes affaires, ça fait désordre ». C'est des mots qui tuent tout ça. Et quand je dis « j'aimerais que tu ramasses ce qu'il y a par terre et que tu le mettes à sa place », et comme ça, on pourra nettoyer le sol, ou tu pourras passer l'aspirateur, ou je pourrai passer l'aspirateur selon les moments. Eh bien, ça avait beaucoup plus d'effets efficaces. Et je ne me mettais pas en colère comme souvent j'arrivais à me mettre en colère et je trouvais ça très dommage. Mais je me sentais impuissante. Ouais. Et plus j'étais impuissante et plus j'avais ces mots qui débordent là et qui font que l'ado devient de plus en plus sourd et que c'est de plus en plus exaspérant. Ouais, t'avais l'impression que ce que tu disais, ça empirait la situation au lieu de l'améliorer. Voilà. Et puis, ça m'a permis aussi de passer par « j'aimerais savoir ce qui t'aiderait » ou « comment est-ce qu'on pourrait faire », être dans le dialogue et non pas dans l'imposition seulement. Et j'ai trouvé que ça ouvrait des champs de communication et de lien et qui étaient très précieux. Tu sais, quand on est tranquille, et qu'on est en bonne relation, on a tendance à se parler avec soin, avec attention, avec désir de comprendre l'autre, ce qui se passe pour l'autre, sans le juger ou sans l'accabler. Ouais. On a plutôt le désir de dire les choses d'une manière personnelle, authentique, et non pas des phrases toutes faites qui arrivent dans les gencives tout droit. Ouais. Et ça, c'est
très précieux et très important. Et je me suis rendu compte que ça aidait bien les gens qui venaient me voir de s'entraîner à écouter d'une certaine manière, écouter d'une manière empathique et à s'exprimer en étant dans une posture authentique. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être roublard, je peux. Mais si j'ai envie d'être en relation authentique, je le peux aussi. Et c'est juste me brancher dans ma relation à l'autre, à l'étage où j'ai envie d'être. Il y a des moments où j'ai envie de plaisanter. Mais l'humour, quand on est en bonne relation, c'est pas tout à fait le même que quand il y a de l'humour un peu grinçant, là. On en profite pour instiller des vacheries. Ouais, envoyer des pics gratuits et voilà. qui ne font pas avancer. Et justement, tu as commencé à nous donner des exemples de situations où tu n'appliquais pas RE parce que tu n'avais pas l'outil tout simplement. Oui. Et du coup, tu voyais qu'avec tes ados, ça créait plus de conflits qu'autre chose. Et même toi, ça empirait les choses pour toi. Oui. Tandis que quand tu l'utilisais, finalement, tu avais ce que tu voulais, ton besoin était entendu, et en tout cas, ça a amélioré la relation. J'avais pas forcément ce que je voulais, mais j'avais en tout cas une explication. Ouais. Oui, malheureusement, il suffit pas de dire bien pour que ce soit accepté par l'autre. Mais j'avais plus de chances d'être entendue, en tout cas. Ouais. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu nous énoncer les règles du savoir-dire et finalement comment réussir à se faire entendre de l'autre quand on peut être barbouillé, quand on a des émotions, quand il y a quelque chose qui nous a pas plu, comment faire pour lui transmettre ce qu'on a sur le cœur avec cette volonté de vouloir améliorer la relation, parce qu'évidemment la première chose à vérifier, on en parlait en off juste avant, c'est de vérifier son état intérieur. Nous avons des mécanismes automatiques qui nous branchent vers une communication fluide, en contact et avec l'intention d'être en lien. Et nous avons notre mode de communication quand on est en danger. Quand je me sens en danger, j'ai des automatismes qui me font réagir, soit par l'attaque, soit par la fuite, soit par l'indifférence. On fait semblant de rien. On fait semblant qu'on n'a pas entendu ou qu'on n'a pas vu. Et ces attaques sont spontanées. Et malheureusement, quand je me sens agressée, j'ai tendance à utiliser le mécanisme ou d'attaque, ou de fuite, ou d'indifférence. Et qui ne sont pas basés justement sur le dialogue et la communication. Et j'ai intérêt à vérifier si mon intention est d'être ouverte à ce que pense l'autre ou veut l'autre, son point de vue, c'est-à-dire être capable de me mettre en empathie avec l'autre. Si je suis prête aussi à m'exprimer authentiquement, pour que ces mots que j'utilise, qui me viennent spontanément quand tout va bien, ce soit ceux-là aussi qui viennent, même avec d'autres mots. Cette intention soit dans un sens positif vis-à-vis de l'autre. Je peux être en grand désaccord, mais être dans une attitude positive. Et si je prends l'autre pour un ennemi ou un moins que rien, l'autre le sent. Vous le savez bien. Vous savez bien comment vous pouvez être sensible à un ton de voix, à une inflexion de sourcils, et des choses comme ça. Et ça, c'est très fort. Donc déjà, être dans une attitude positive et vérifier que je suis bien dans une attitude positive. Et de la même manière, si on reçoit une attaque et que instinctivement, du coup, c'est notre envie de se défendre qui se met en place. Comment est-ce qu'on peut réajuster ça ? Eh bien, je peux réajuster ça en me disant quelle est mon intention ? Est-ce que c'est de me battre, de fuir ou, au contraire, d'améliorer la relation ? Et là, c'est de l'exprimer à l'autre. Pas forcément. Déjà à moi. Que moi, déjà, je sois avertie que ce que je veux avant tout, c'est ne pas rompre la relation. Je peux me battre, je sais faire. Ça vient, c'est spontanément.
Ou au contraire, je peux ne pas avoir envie de me battre, mais de me refermer, me replier, ça aussi, c'est être pas dans la relation. Et me replier et dire non, c'est rien, j'ai rien dit. C'est aussi ne pas être en relation. Et c'est ça qui est complexe. L'autre le sent, si j'y suis ou si j'y suis pas. Ouais. De même que moi, je sens si l'autre veut m'attaquer ou pas. Ouais. Voilà. Et puis après cette vérification, j'ai une façon de parler qui peut agresser l'autre ou au contraire lui permettre d'avoir accès à ce que moi je pense, à ce que moi je veux, à ce que j'espère, sans que ce soit imposé ou que je ne puisse l'exiger, mais il peut entendre ça. Il arrive que par moment, j'ai intérêt d'abord à écouter l'autre avant de parler. Ok. Et ça, c'est très important aussi. Et j'ai à vérifier si l'autre vient de me dire quelque chose, si j'ai exactement compris ce qu'il voulait me dire, si la nuance d'énervement que j'ai sentie, elle est exacte ou elle n'est pas exacte. Ouais, donc tu préconises que dans certaines situations, avant de exprimer nous ce qu'on ressent, c'est de vraiment rentrer en empathie avec l'autre et de comprendre, ok, qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Voilà. Et le fait que l'autre se soit senti écouté, ça pourra le mettre dans une posture à pouvoir mieux nous écouter. Oui, voilà, exactement. Et c'est comme ça que se construit une bonne relation, même si c'est une bonne relation, bonne entre guillemets, une relation satisfaisante, nourricière, qui enrichit le lien et qui est peut-être ce que je désire. Peut-être pas. Et alors, comment bien écouter? Qu'est-ce que cette écoute empathique? Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour justement réussir à faire abstraction de toutes nos pensées, tous nos préjugés et se dire, ok, là, ce que je veux faire, c'est vraiment rentrer dans l'univers de l'autre, le comprendre pour améliorer finalement notre relation. Eh bien, là aussi, j'ai à me mettre dans une attitude d'écoute, de volonté d'entendre ce qui se passe pour l'autre. Une attitude où je suis par-delà le jugement, sans jugement. Et où mon intention, c'est de comprendre comme si j'étais toi. C'est-à-dire que je comprends avec mes tripes. Je comprends pas seulement avec l'intelligence et la tête. C'est la différence qu'il y a entre l'écoute active et l'écoute empathique. L'écoute active, c'est quand je reformule pour vérifier que j'ai bien compris. Mais l'empathie, c'est quand j'ai bien capté. C'est-à-dire, avec tout mon corps, tout mon être, je sens ce qui se passe pour toi. Je le ressens je peux, si c'est quelque chose de très important pour toi, je peux le ressentir jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des cheveux, partout. Et sentir l'effet que ça fait, ce que toi tu es en train de vivre. Ouais. Nous sommes tous capables d'empathie, ou presque tous. Très rares sont les personnes hautement pathologiques qui ne peuvent pas exprimer l'empathie. Même les bourreaux sont dotés d'empathie. Ça rend pas forcément plus gentil. Mais écoutez, empathiquement, ça permet de capter ce qui se passe pour l'autre. Ouais. Vraiment. Ouais, de le sentir et donc du coup de connecter encore plus avec l'autre. Est-ce que on peut faire peut-être une simulation d'une communication entre nous où l'une va exprimer l'empathie? Est-ce que tu veux par exemple que je te raconte une histoire et que tu m'exprimes l'empathie pour vraiment comprendre l'intérêt de cette méthode? Ok. Une petite histoire. Ouais, une petite histoire. Donc faut qu'il y ait une émotion quand même derrière, j'imagine. Si je te dis je suis allée faire mes courses, quoi que je peux dire, je suis allée faire mes courses et c'était super. Oui, tu peux parler n'importe quoi. Ah, voilà, j'ai un exemple. La fois dernière, je suis allée à l'hôpital pour faire des examens et sur la route, j'ai croisé un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps. Il m'a annoncé qu'il allait être papa et il était hyper joyeux, très rayonnant. Il était, voilà, ça lui montait la joie. Et moi, le fait de le voir heureux comme ça m'a touché énormément et ça m'a apporté beaucoup de bonheur en fait de le voir comme ça.
Alors, je vais le raconter comme si j'étais toi. Vas-y. Et ce n'est pas un exercice de mémoire, donc si jamais il y a des mots qui ne te conviennent pas, tu m'arrêtes tout de suite et je cherche un autre mot. Dernièrement, je suis allée à l'hôpital et en chemin, j'ai croisé un de mes amis et cet ami m'a annoncé qu'il allait être papa et il en parlait avec une joie, un enthousiasme qui m'a réjoui le cœur. Et vraiment, ça a été un délicieux moment. Et j'étais très touchée et moi-même très joyeuse, du coup. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Émerveillée. Ouais. Tu t'es sentie Je me suis sentie émerveillée. Ouais. Et c'est drôle parce que ça me fait monter de l'émotion, du coup, enfin, ça me touche d'avoir cette empathie. Et justement, quand on faisait les stages, et quand on s'entraînait à cette pratique, c'est ce qui ressortait. Oui. Que le fait que l'autre retranscrive ce qui s'est passé pour nous, bah, ça fasse monter l'émotion chez nous. Oui. Oui. Et c'est ça tout l'intérêt finalement de l'écoute empathique. Et j'aurais pu te dire aussi une empathie beaucoup plus brève, beaucoup plus courte, ce qui est plus facile dans la vie courante, plus faisable dans la vie courante. J'aurais pu te dire, ça t'a réjoui le cœur de rencontrer cet ami et ça t'a émerveillé. Ouais. Et cet exercice qu'on a fait, donc où tu t'es fait passer pour moi en racontant l'histoire à la première personne, j'imagine que c'est un exercice pour, par exemple, des couples ou même une relation parent-enfant ou même une relation amicale, quand il y a peut-être un point sur lequel il y a une incompréhension ou qu'on aimerait voilà, qu'il y a une tension ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un exercice que t'invites les gens peut-être à essayer de faire? Quand j'ai du mal à comprendre ce qui se passe pour l'autre, je peux dire, je vais le dire comme si j'étais toi et que je rentre plus en moi. Et ça aide à aller saisir des subtilités, mais même quelquefois avec une empathie très brève, ça peut être approprié. Et dire ça t'a mis la joie au cœur, ça peut être tout à fait ça aussi. Les deux sont intéressants. On va plus au fond des choses et dans les détails avec l'empathie en disant « je ». Voilà, c'est la principale nuance. Oui, donc sur des points où il pourrait y avoir des désaccords ou des conflits, ça peut permettre de se dire « ok, là je mets mon monde à côté et j'essaye de vraiment voir à travers les yeux de ma femme, mon fils. » Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et quand j'exprime l'empathie, j'exprime l'empathie avec le savoir-dire, quand même. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit une injure, dis-moi une injure. Non, dis-moi plutôt tu es bête, quelque chose comme ça. Tu es bête. J'ai fait quelque chose qui t'a mis en colère. Oui. J'ai fait quelque chose qui t'a déplu beaucoup. Oui. C'est ça? Ouais. Et tu as entendu comment tu as baissé de ton? Ouais. Parce que nommer les sentiments, c'est très important. Ça apaise de nommer les sentiments. Ça cerne le problème. Il y a quelque chose qui te va pas. Lors du stage, tu nous avais parlé justement de cet homme avec qui tu avais une altercation et que RE t'as sauvé de quelque chose peut-être de grave. Oui, c'était sur le Vieux-Port à Marseille. Il y avait un magnifique coucher de soleil entre les deux forts et la situation était quasi bloquée. Et donc on roulait à peu près 20 à l'heure et donc je regardais le coucher de soleil et puis j'ai pas fait attention et la voiture de devant s'est arrêtée plus tôt que je ne l'attendais. Et donc j'ai tamponné la voiture. Et à ce moment-là est sorti de la voiture un monsieur avec des gros biscottos et roulait des épaules de mécanique avec un air marmonnant des choses pas content du tout. Et il s'est approché de ma voiture et c'était l'hiver, j'ai vite ouvert ma fenêtre et avant qu'il ouvre la bouche, je lui dis « Je vous ai fait très peur ». Et ça, c'était ce que j'avais ressenti que j'aurais pu lui faire. Il pouvait être très en colère, mais derrière la colère, il y avait la peur. Et quand je lui ai dit ça, il est resté baba
Et il m'a dit, eh ouais, je regardais le coucher du soleil, allez, circulez. Et faites attention. Et j'avais l'impression que quand il venait, il était prêt à me casser la figure ou à taper sur ma voiture très fort. Alors que là, on s'est retrouvés. Et je pense vraiment que j'ai évité quelque chose de très désagréable. Et je suis contente pour moi, et je suis contente pour lui aussi. Que ça l'ait aidé à ne pas entrer dans ce cercle infernal de violence. Oui, parce qu'au final, tu lui as évité de se laisser emporter par ça, en reconnaissant directement, vous avez eu peur. Oui, et oui, que j'avais fait une erreur. Oui, je vous ai fait peur. Oui. Ouais. Je vous ai fait très peur, je veux dire. Et ça peut marcher aussi, j'imagine, avec les enfants, ça doit être hyper approprié pour quand ils ont peut-être des réactions des fois violentes ou... Oui, les parents le savent en le disant, tu es pas content. Tu voulais que je t'achète ce jouet dans le supermarché, tu es pas content. Oui, Nico va dire oui. Et oui, on est d'accord. On est d'accord que c'est pas drôle quand on veut un jouet et qu'on l'a pas, c'est pas drôle. Ouais. Et puis, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça que je le décide. Ou c'est comme ça que je veux que nous fassions. Et si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi. Ouais. Mais c'est pas sûr que l'enfant il ait besoin de... Oui, non, ça suffit. Selon son âge. Et c'est quelque chose que nous connaissons. Ouais. Vous le faites déjà. Simplement, là, il s'agit de le faire un peu plus intentionnellement. C'est-à-dire que là où d'habitude vous auriez rouspété, au lieu de ça, exprimer l'empathie d'une émotion. C'est très aidant. Ouais, je trouve qu'on met vraiment le point sur un des points qui est vraiment essentiel et qui permet vraiment de créer une ouverture vraiment des deux côtés. Il y a un autre point qui me paraît très essentiel, c'est quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, comment le lui dire de manière à ce que nous restions en lien. Comment ne pas se fâcher parce qu'on n'a pas le même point de vue. Et je peux tout à fait demander à l'autre de dire comment il voit les choses, en lui disant « j'aimerais savoir comment toi tu vois les choses, et moi je te dirai comment je vois les choses », de manière à ce que nous juxtaposions nos deux points de vue par rapport à une situation donnée. Et c'est en élargissant mon angle de vue, et que l'autre puisse élargir son angle de vue, que nous pouvons trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Si je reste dans mon mode de pensée et si l'autre reste dans son mode de pensée, eh bien, on a moins de chances de trouver une solution. Et comment faire quand il n'y a qu'une seule personne qui est dans cette envie de construire, d'avancer et d'utiliser la bienveillance et d'être dans les meilleures conditions possibles, et que l'autre, par exemple, malgré lui, se laisse énormément dépasser par ses émotions, et du coup, ça fait qu'il y a un déséquilibre. Dans ces cas-là, c'est prendre du temps à exprimer l'empathie jusqu'à ce que l'émotion soit calmée. Et alors, facile à dire quand on est sur un canapé tranquille, c'est sans agression. Mais il y a des choses dont on ne peut pas discuter quand il y a trop de tension émotionnelle et que c'est pas le bon moment. Il vaut mieux différer ce moment où discuter. Et repenser à ma façon de dire les choses pour que l'autre puisse entendre. Si je commence en disant « je voudrais parler avec toi de quelque chose qui s'est passé dernièrement, qui me laisse une certaine insatisfaction. J'aimerais pouvoir en parler avec toi. Et j'aimerais savoir si tu es disponible maintenant. » Tu me dis oui, tu me dis non, mais on n'est pas coupé. Ouais. Et nous pouvons commencer. Et à ce moment-là, je peux dire, ça me tient particulièrement à cœur parce que je me suis sentie heurtée. J'ai eu de la difficulté à accepter ce que nous nous étions dit. Et je voudrais mieux comprendre ce qui se passait pour toi à ce moment-là et mieux m'exprimer pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Parce que
Mon intention, c'est de pouvoir passer par-delà cet événement et garder le lien avec toi. Ouais. Et après, lors de cette discussion, voilà. Ce qui peut être intéressant, donc déjà, je pense que si on arrive à faire ça, mais ça peut complètement changer des relations, enfin, ou des manières d'être en communication. Déjà, c'est quelques règles de base. Je pense que c'est game changer. Mais est-ce que tu aurais peut-être d'autres outils à nous donner pour justement être dans la capacité de vraiment exprimer ce qui nous a touchés sans être dans le reproche, sans être dans la culpabilisation ou sans même se flageller soi-même, hein. Oui. Alors, c'est exprimer ça veut dire suivre ces règles de savoir dire, parler depuis moi, dire je, exprimer mes sentiments, mes émotions, les nommer. Une troisième règle qui est très importante, c'est être précis, pas parler en général. Ce jour-là, tu as dit ou tu as montré, ou ce que j'ai vu, c'est, ce que j'ai entendu, c'est plutôt. Voilà, et donner un exemple précis de ce qui m'a dérangé ou au contraire de ce qui m'a plu. C'est dire du positif aussi, pas que du négatif. Si je t'en parle, c'est parce que je veux consolider notre relation et je veux pas garder un mauvais souvenir en place. Un souvenir qui m'a été désagréable en place. Voilà. Et puis, il y a quelques autres règles aussi, comme ne pas poser de questions. Par exemple, pourquoi tu as fait ça? Si je dis ça, l'autre se sent agressé. Hein? J'aimerais savoir ce qui t'a amené à faire ça. Ou j'aimerais savoir ce qui fait que tu as, etc. C'est des choses précises et c'est une demande, ce n'est pas une imposition. En tant qu'enfant, quand j'ai entendu pourquoi tu as fait ça, j'ai bien senti que c'était une engueulade camouflée, quoi. Ouais. Et ça ouvre même pas le dialogue, non. quoi. Et ça ne dit pas ce que moi je voudrais non plus. Et ça met pas les deux personnes sur un pied d'égalité en plus. Voilà, exactement. Et est-ce que tu aurais un exemple précis si pareil, là on prend une situation où peut-être tu exprimes en respectant toutes ces règles et après peut-être revenir sur ces règles et qu'on comprenne pourquoi tu as dit ça de telle manière. Par exemple, une situation de conflit dans un couple où monsieur rentre souvent très tard sans prévenir et moi ça me chagrine et ça me rend en colère des fois de pas savoir où il est, ce qu'il fait et voilà. Je crois que j'aurais dès la première fois réagi à ce moment-là. Oui, mais il le répète. J'ai essayé de lui en parler, mais ça fonctionne pas. Du coup, je me remets en question sur ma manière de lui dire. D'accord. Voilà, on va dire ça. Ok, donc dans ces cas-là, j'attendrai probablement le lendemain matin et je dirais j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Tu es rentré plus tard que ce que tu n'avais annoncé et j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour toi. Mon intention, c'est de comprendre, non pas de vérifier ce que tu as fait, mais de comprendre ce qui fait que tu ne m'as pas prévenu alors que je m'inquiétais, je me suis inquiété, et de voir avec toi comment nous pouvons faire une prochaine fois, si ça doit se reproduire. Donc tu as parlé en jeu. Oui. Tu as donné un exemple précis, donc l'exemple précis c'était hier ce qui s'est passé, c'est ça. Tu n'as pas posé de questions, tu étais à l'affirmative parce que c'est vrai, j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour toi. En précisant bien que c'est pas pour contrôler. Ouais. En précisant bien qu'il y avait l'intention de trouver une issue positive. Oui. Et recherche de solutions plutôt que dire simplement que je suis pas contente. Ouais. Et est-ce que tu aurais peut-être, pour vraiment sentir la différence entre l'ouverture, parce que je perçois là, quand tu m'as exposé tout ce problème, je trouve qu'il y a vraiment une ouverture dans le dialogue et on connecte avec toi parce que on sent qu'il y a pas... Tu veux que je te dise ce que je dirais si j'étais en furie? Oui, par exemple. Quand tu rentres... Qu'est-ce que t'as fait? Où t'étais? Non mais t'as vu l'heure?
T'as vu un peu? Ouais. Ça te gêne pas, hein? Monsieur fait comme il veut, hein? Mais là, tu vois, si je continue comme ça, je me sens... Tu te sens mal. C'est pas agréable du tout d'être dans ce rôle où soi-même on se sent minable et où on sent l'autre minable. Et je trouve que c'est douloureux de se mettre dans un état où l'autre est rabaissé et où je suis rabaissé. Je trouve que c'est malsain. Ouais. C'est malsain alors que l'autre peut avoir des raisons, y compris d'avoir envie d'être libre. C'est pas malsain de vouloir être libre. Bien sûr. Bon, quand on a quelqu'un au qui on tient, on peut peut-être penser à le prévenir, mais peut-être qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que. Pas tout de suite s'énerver. Ouais. Ouais, mais je suis contente d'un côté que tu aies pu nous donner cet exemple-là parce que vraiment, je perçois la différence entre la première proposition à discuter ou vraiment ok moi j'ai ressenti ça, j'étais inquiète ou quoi que ce soit, mais du coup j'aimerais comprendre et voir comment on peut faire pour les prochaines fois pour vraiment savoir ce qui s'est passé pour toi, et du coup l'autre, ça lui laisse toute la place de dire ce qui s'est passé, et ça crée vraiment on sent un terrain fertile, tandis qu'on sent que dans la deuxième chose que tu as dite, c'était ça enfermait en fait. Ça crée vraiment une clôture entre les deux qui fait du mal. Oui, c'est vraiment malsain pour les deux. Et je ne suis pas obligée d'avoir tout le monde qui est formé à RE autour de moi pour pouvoir créer un contexte sain de relation. Je vois dans mon environnement, j'ai un contexte sain et tout le monde n'a pas fait RE. Je fais pas du prosélytisme en outrance. J'accepte qu'on fasse autre chose aussi. On peut très bien s'entendre aussi. Et j'ai le pouvoir de demander à l'autre. J'aimerais vérifier que tu as bien compris ce que je vais te dire. Et pour ça, j'aimerais que quand j'ai fini, tu me dises ce que tu as capté. Ouais. Ça, je demande à l'autre de m'écouter empathiquement. Je peux demander à l'autre, je peux dire, j'aimerais que tu parles de ton point de vue et non pas dans l'absolu. C'est-à-dire, demander à l'autre de dire je. Je voudrais que tu me dises ce que ça te fait, en quoi ça te touche, pour demander de dire les émotions. Si l'autre critique, tu fais jamais ceci ou cela, je peux lui dire, il y a quelque chose qui t'a mis en colère, là. Et j'aimerais que tu me dises précisément, ou je peux dire, j'aimerais mieux que tu me dises ce que tu voudrais que je fasse, plutôt que ce que je fais pas. Oui. Donc, pour donner un exemple et illustrer ce que tu viens de dire, c'est par exemple quelqu'un qui va dire, tu fais jamais la vaisselle. Oui. Et au lieu de dire comme ça, ce serait plutôt dire, ok, là, tu me dis ce que tu aimes pas, mais dis-moi ce que t'aimerais. J'aimerais que tu fasses une fois par semaine. Oui, c'est ça, une fois par semaine. Oui. Ouais, j'aimerais que tu fasses une fois par semaine la vaisselle, parce que j'ai conscience que tu as ton travail, que tu as plein de choses à gérer, que moi j'ai peut-être plus de temps pour m'en occuper, mais ça me soulagerait. Ça pourrait être quelque chose comme ça, où j'aimerais que nous trouvions une solution pour cette situation de vaisselle qui t'embête, qui me réjouit pas non plus. Oui. Parce que dire une fois par semaine, peut-être ça impose déjà trop sans avoir de discussion. Surtout, si tu veux, c'est pas seulement que ça impose, c'est que peut-être c'est pour la personne qui s'exprime, c'est être déjà bien gentil de dire qu'une fois par semaine. Et il n'y a pas à faire de compromis là-dessus, il y a à discuter en vrai. Moi, qu'est-ce que j'aimerais au sujet de la vaisselle? Mais c'est-à-dire installer une discussion là-dessus. Surtout si ça a déjà eu une demi-tonne d'engueulade à ce sujet. Ouais. J'aimerais qu'on vienne sur le sujet, mais à un moment, on est hors colère. Ouais. Ouais, ça fait partie des questions que je voulais te poser justement parce que dans les couples, je sais pas si c'est le cas de tous, mais je sais que dans mon entourage, en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'il y a des sujets, on n'en parle pas parce que c'est des sujets qui fâchent. Quand on y reparle, par exemple, je sais pas, au début de la relation, il y a eu une erreur de la part d'un des deux, et au final, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur la table, et que c'est un sujet
dès qu'on en parle, il y a beaucoup d'émotions et presque on se dit on va se quitter parce que c'est trop dur émotionnellement. Comment faire justement pour avoir une communication saine sur des sujets qui, quand on ouvre cette boîte, généralement ça ressort en conflit, en bagarre, dans ces situations où il y a des sujets qui sont très enflammés, c'est choisir un moment, se donner un rendez-vous ultérieur pour en parler. Et de vérifier qu'on est d'accord pour chercher des solutions qui tiennent. C'est un rendez-vous non pas pour s'engueuler une fois de plus, mais pour chercher des solutions et de voir quelles sont les intentions de chacun. Ces problèmes-là, c'est comme les cailloux dans les chaussures. Ça peut être un petit problème, mais très embêtant, très récurrent, et qui fait des gros dommages, qui maintient un niveau de rancœur permanent dans la relation. Et ça, c'est pas très sain. Ouais. Et donc, j'ai intérêt à en parler et à nettoyer, même si on ne voit pas la solution. Mais justement, je ne peux pas, moi, voir individuellement la solution d'un problème qui concerne les deux. Nous avons à voir ensemble, et chacun a à dire son point de vue, ses craintes, ses attentes, son espoir, ses besoins, tout ce qu'il a en tête à propos de ce problème. Et l'un dit, l'autre exprime l'empathie, l'autre dit, et la première personne exprime l'empathie. Ouais. Jusqu'à ce qu'on soit au bout de la question. Et que l'on puisse exprimer non seulement ce qui ne va pas, mais ce que l'on aimerait qu'il se passe. Oui. Par exemple, j'aimerais qu'on partage à égalité la tâche. C'est une chose, mais l'égalité, c'est pas forcément facile à mesurer. Si on peut dire au nombre de jours, mais quelquefois il y a une vaisselle qui est légère et quelquefois qui est une vaisselle qui est bien chargée. Alors comment on s'y prend pour ça? Ouais. Voilà. Et ça, c'est discuter et regarder ensemble comment faire et quelle peut être la solution la plus facile pour les deux, la plus acceptable pour les deux. Et c'est partir des exemples précédents qui se sont passés. Ce qui m'est difficile, c'est de me sentir seule à faire les choses. J'aime mieux quand on fait les choses ensemble. Par exemple, pour dire une personne. Alors à ce moment-là, c'est pas dire une fois l'un, une fois l'autre. C'est dire tous les deux en même temps. Et quand on fait tous les deux en même temps, il y en a un qui tchatte chez l'autre qui lave, ou il y en a un qui fait quelque chose pendant que l'autre fait quelque chose. Et c'est rentrer dans les détails. Et ça fait rentrer dans l'intimité de chacun. Ça rapproche de faire des discussions, même sur un sujet aussi récurrent que la vaisselle. Ça peut révéler beaucoup de choses dans la relation et dans la personnalité et dans le lien, la façon dont on se met en lien. Ouais. Et se saisir d'une épine à enlever à deux pour que ça devienne une magnifique chose. Et comment faire si les deux ont des envies complètement différentes, que ils arrivent pas, chacun a pu exprimer son point de vue. Par exemple, pour rester sur l'exemple de la vaisselle, il y en a une qui aimerait partager, faire à deux, et l'autre pour qui une fois par semaine déjà c'est trop pour lui. Enfin 3 fois par semaine, ça commence à faire trop pour lui. Pour lui ou pour elle. Pour lui ou pour elle, pour la personne. Eh bien là, je n'ai pas de solution a priori. J'ai juste confiance que si je discute avec la façon de discuter de RE, c'est-à-dire l'un parle, l'autre écoute et exprime l'empathie, on arrive à trouver des solutions. En tout cas, pour les nombreux couples que j'ai pu accompagner dans ces types de discussions dont on imagine que c'est sans issue, eh bien, c'est intéressant de voir qu'ils ont trouvé une issue ou ils ont peut-être trouvé aussi l'issue fatale, qui est de se séparer. Qui fait partie aussi.
et qui peut être judicieuse. Entendable. Plutôt que de se meurtrir mutuellement, se démolir, on dit dans le langage courant. Et c'est bien le cas. C'est-à-dire que d'être dans un niveau de drame où on est dans la démolition. C'est dommage, ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de solutions qui ne vont pas si loin. Ouais. Heureusement, quand même. Ouais, mais ce qui aide, j'ai l'impression, c'est que vu que chacun fait un pas vers l'autre et s'ouvre, c'est ça qui permet qu'il y ait une solution créative qui puisse rentrer en compte. Et est-ce que tu crois aux concessions et aux compromis? Est-ce qu'à un moment, pour maintenir la relation, si elle nous tient vraiment à cœur et qu'on veut pas se séparer, à un moment, il faut faire des compromis? Les compromis, ça existe. Ça fait partie des moyens. Je suis très prudente quand un compromis apparaît trop vite. Je suis très prudente parce que si c'est pour que ça lâche 3 jours plus tard, c'est pas la peine. Bon, ça va, je le ferai. Non, ça c'est trouver une solution qui soit acceptable ou que ce qui la rend acceptable, c'est que ça compte vraiment énormément pour l'autre et je suis contente ou content de répondre à ce besoin de l'autre parce que j'en comprends le sens. Ouais. J'en prends la valeur. Et non pas, bon, ça va, je cède. C'est toujours moi qui cède. Après, ça donne le droit de se plaindre. Et là, c'est le cercle fatal. C'est le cercle infernal. Ouais. Victime, persécuteur, sauveur. Donc finalement, on sait qu'on a trouvé une solution qui convient parfaitement aux deux et qui est vraiment OK dans les tripes pour chacun, quand chacun a une vision positive ou se sent bien avec la solution. Dans ces conditions, je suis d'accord, j'accepte. Oui. Je suis prête à accepter cette solution-là, parce que j'en comprends le sens pour toi, et ça a de la valeur à mes yeux. Ouais. Voilà. Quelles sont les erreurs les plus courantes dans le savoir-dire? Il suffit de penser quand je suis pas contente et que je râle. Ouais. Tu fais toujours la même chose. C'est encore une fois de plus. Ce genre de truc, c'est fréquent. Bon, tu aurais dû. Tu aurais pu. Ça, c'est un vrai couvage, quoi. C'est foutu. Tu l'as pas fait, c'est trop tard. Ouais. Et donc, ça pèse considérablement sur la relation. Pas seulement sur l'action en cours, mais sur la relation. Tu es culpabilisé jusqu'à la fin de tes jours avec ce système-là. Si je me mets en accusation et en culpabilisation, je peux trouver des trucs à dire. Je crois que chacun, nous avons notre protocole d'attaque. Et selon les personnes, vous pouvez faire votre répertoire. Ça, je laisse le soin à chacun de se remémorer ces paroles assassines. Ouais, mais finalement, donc, RE nous permet de voir que une autre voie existe, et après, c'est à nous, comme on disait au début, de choisir de l'utiliser ou pas. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est pas parce qu'on connaît une technique qu'on doit obligatoirement l'utiliser. Je pense que c'est une bonne idée de l'utiliser, mais par contre, quand vous êtes en colère et que vous n'avez pas envie de conciliation, ne faites pas semblant. Ça se sent. Ça se sent quand c'est pas authentique. Ouais. Même RE dit de manière pas authentique, ça vaut pas un clou. Ouais. Bah oui. Voilà. Et heureusement. Ouais. Heureusement. Complètement. Heureusement que l'authenticité prime. Oui. Et c'est ce qui fait justement la beauté, je trouve, de cette méthode, c'est qu'elle invite chacun à être vraiment authentique avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il a envie, avec ce qu'il désire, avec ce qu'il vit, et d'essayer d'être le plus authentique possible avec l'autre aussi dans la relation. Est-ce qu'il y a un conseil que t'aimerais donner à une personne qui aimerait embellir ses relations? Quelqu'un qui démarrait ce chemin, c'est vraiment se poser la question... Dans quel état suis-je? Est-ce que je suis disposée à
à être dans une attitude positive, constructive, et maintenir le lien dans sa légèreté et sa beauté? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir raison? Il y a un dicton qui dit « on ne peut pas avoir raison et être en relation en même temps ». Donc si je veux avoir raison, je sais que je vais pas être en lien avec l'autre. Par contre, je peux avoir l'intention d'expliquer mon point de vue qui me donne l'impression d'avoir raison, qui me donne la sensation d'avoir raison. Ça, oui, je ne m'en prive pas. Parce qu'il y a des fois où je pense que c'est une bonne idée et je la maintiens mordicus. Mais j'ai une façon de le dire et de le donner à capter à l'autre qui n'est pas la même que quand je veux l'imposer. Ouais. Et dès que je commence à dire « mais si » ou « non mais », je peux me dire « alerte ». Je suis là en train de vouloir convaincre au lieu d'entendre où est l'autre et dire moi où je suis. Ouais. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aurais à nous partager, que ce soit des livres sur... Alors, il y a le manuel de RE qui est en vente chez l'Institut francophone de la relation. Le mieux, c'est quand même de faire un stage. Ouais. Et sur le site IFRE, vous trouverez où ont lieu les stages, à quelle date, et voilà, et les modalités. Ok, trop top. La question que j'utilise pour clôturer les épisodes, c'est pour toi, Nicole, c'est quoi une terre happy? C'est une terre joyeuse. C'est la traduction littérale. Mais je trouve que ça veut dire pour moi un lieu de vie où on aménage le lien, le confort du lien. Pour moi, c'est la priorité. Le lien. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.